Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais essayer de faire une vidéo, je vais essayer, dans la mesure du moyen, de la faire assez courte, même si le sujet est très vaste. Je vais essayer de faire le plus court possible, le plus concis possible, ça va être difficile. Bon, d'abord, nouvelle suite à mon plafond. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient inquiétés, aussi bien sur la vidéo que quand j'avais mis une photo sur ma page Facebook. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Il a plu donc dimanche, lundi. Moi, j'ai recontacté le bailleur pour finir. Il y a une entreprise, quoi, ça devait être le chef de travaux, ou je sais pas quoi, de l'entreprise de couvreur, qui est passé, qui est monté sur le toit. Conclusion, il y a une trentaine de tuiles de fissurées ou fracturées. On ne sait pas comment et pourquoi. A priori, il me dit que c'est la dernière fois que les experts sont montés sur le toit. Bon, ça m'a un peu bizarre. Et en plus, il m'a expliqué, parce que j'ai à moitié compris, en dessous des tuiles, il semble qu'il doit y avoir une espèce de tôle, je ne sais pas comment c'est le nom technique, j'en sais rien, quelque chose qui est fait pour récupérer l'eau de pluie qui éventuellement passerait sous les tuiles. Alors cette chose-là a été montée à l'envers, sauf que l'eau, au lieu d'être rejetée dans la gouttière ou dans la rue ou peu importe, elle tombait dans les combles et puis voilà. Donc ils m'ont dit normalement les travaux prévus aujourd'hui à partir de 8h30, 9h et puis ils vont changer tout ça et puis on verra après, au moins que je sois tranquille. Voilà, ça c'est le premier point pour rassurer un peu les gens. Mais j'ai dû râler et menacer même. Ma compagnie d'assurance était prête à envoyer un espèce d'acte juridique. Ça commençait à tourner très mal. Le sujet de la vidéo, ça va être alors entre guillemets, je mets même entre 3 ou 4 guillemets, autant que vous en voulez, la fameuse thèse du changement climatique, le réchauffement climatique. Alors là, j'ai regardé les informations en déjeunant. Là, il reparlait de cette fameuse réunion de l'ONU, de ce fameux rapport du GIEC. Ça me fout en boule parce que c'est des mensonges complets. Alors, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un climat. Et je ne vais pas aller bien loin. Je vais vous donner. Alors, je vais aller sur la page de Wikipédia, s'il veut bien me le mettre. Je vais demander la définition du climat. Puis vous allez voir un peu ce que c'est que le fameux climat. Alors, définition climat. Alors, climat. On va prendre ça sur Wikipédia parce que c'est, voilà, climat Wikipédia. Alors, c'est pas du tout ce qu'on... Alors là, l'ordinateur est en train de tourner parce qu'il est en train de mettre... Voilà. Le climat est la distribution statistique des conditions de l'atmosphère terrestre dans une région donnée pendant une période donnée. L'étude du climat est la climatologie. Elle se distingue de la météorologie qui désigne l'étude du temps à court terme et dans des zones ponctuelles. Les analyses, alors, après il parle de plein de choses, je vais aller voir un peu plus loin. Alors la notion de changement, voilà, c'est pas ça. Alors voilà, bon. Le système, bon, ça, après c'est vraiment des définitions très très techniques et je vais pas vous les donner. Vous n'aurez qu'à aller sur la page Wikipédia climat. Bon, tout ça pour vous dire que quand on parle de climat, c'est sur des périodes très très longues. C'est-à-dire sur des 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, 6000 ans, 10 000 ans. Voilà ce que c'est que le climat.
On a des changements climatiques qu'on mesure sur des très longues périodes. 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 1 million d'années, là où il y a des changements climatiques. Ce qu'on nous bassine depuis, dire une cinquantaine d'années, c'est des changements de temps. Alors, on a mesuré les premières mesures de pluviométrie, d'ensoleillement, etc., les mesures de pression, tout ça, ça date de 1850. Avant, ça n'existe pas. Il n'y avait pas de mesures qui étaient faites régulièrement. On a bien des écrits au niveau notamment des Chinois et des Japonais, je crois, qui notaient mais les grands événements climatiques, mais c'était tout. Donc il n'y avait pas de mesure journalière comme on a maintenant. Alors, les mesures journalières, c'est la météorologie. Voilà. Donc quand on vous parle de climat, de réchauffement climatique, de CO2, de machin, et puis qu'on vous dit que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, les mers vont monter de 1,5 cm, ça c'est pas du climat. Du climat, c'est de très longue durée. Bon, déjà là, il y a une confusion qui est faite, c'est-à-dire volontairement, de la part de certains scientifiques. De plus, la société c'est une société ou une fondation qui relève les températures, etc., qui a fait les premières études de changement entre guillemets climatique. C'est une société qui est basée en Angleterre et qui ne reprend que ces chiffres-là. Il y a plusieurs scientifiques internationaux qui ont demandé à avoir le mode de calcul, parce qu'entre scientifiques, normalement, si c'est de bonne foi, si c'était fait correctement, il n'y a aucun problème. On vous donne les données de brut, les données calculées, et puis la méthode de calcul. Maintenant, vous refaites le calcul si vous voulez. Alors, sauf que c'est ce qu'ils ont réussi à avoir à peu près, mais ils se sont aperçus que la société ou l'entreprise en Angleterre falsifiait, modifier certaines données avec des coefficients qui n'avaient absolument rien à voir avec la réalité des choses. Ce qui faisait qu'ils aboutissaient au fameux changement climatique. Donc le changement climatique qu'on nous bassine, c'est cette fameuse société, entreprise, fondation basée en Angleterre, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Deuxième chose, on nous prend pour des imbéciles. Je dis ça, on a l'impression que le climat qu'il y avait en 19e siècle, en plus c'était le climat, c'était la révolution industrielle, donc il y avait beaucoup d'utilisation de charbon, etc. Donc on sait que dans les pays où on utilise beaucoup de charbon, où on utilisait beaucoup de charbon, il y a eu beaucoup de pollution, notamment dans le nord de la France, notamment encore actuellement dans certains pays issus de l'ex-Union soviétique. Donc je pense à la Pologne où on utilise encore beaucoup de charbon, en Australie où on utilise encore ça pour source d'énergie. Mais il y a des calculs qui ont été faits, ils valent ce qu'ils valent. Alors on nous a bassiné que c'était l'homme qui était le coupable, le responsable de cette fameuse hausse de CO2, etc. Alors, les scientifiques sérieux qui ont fait les calculs des Anglais ont abouti à un chiffre complètement, je pense, très proche de la réalité. Ça représentait aux alentours de 0,01% à l'activité humaine là-dedans. Alors, il y a aussi le problème, c'est que pour ces scientifiques anglais, le climat, la façon dont la Terre bouge, fonctionne, elle s'est arrêtée en 1800, 1850 et ça ne devrait plus bouger. Or, la Terre a des cycles.
on a eu plusieurs aires glaciaires. Et actuellement, beaucoup de scientifiques qui se font passer pour des imbéciles parce qu'ils ne sont pas dans la norme officielle, disent ouvertement, et ça moi je les crois, que nous vivons actuellement à la toute fin d'une ère glaciaire. Il faut se souvenir que les glaciers descendaient jusqu'à Lyon, bon, il y a 2000 ans, quoi, même 1000 ans ou 2000 ans, les glaciers descendaient jusque pratiquement le midi de la France. Voilà, les glaciers fondent, ils remontent, c'est normal. C'est la fin de l'ère glaciaire, donc c'est normal qu'ils fondent. Il y a pas de, c'est pas l'activité humaine, c'est la Terre qui bouge. Bon, en plus de ça, ce qu'on sous-estime très fortement actuellement, mais ça, c'est tout le monde. Il y a une modification importante de l'activité solaire qu'on mesure actuellement très mal. Bon, malgré qu'on ait des satellites, etc., on a découvert qu'il y avait des fameuses taches solaires avec des cycles de 11 ans, et ces cycles perturbaient fortement les climats, etc., les éruptions solaires aussi. Donc ça, on a l'impression qu'on n'en tient pas compte. La Terre, c'est un astre vivant, il bouge, à tel point, par exemple, je vais vous donner un exemple, le Groenland. Le Groenland, vous savez tous que c'est un continent qui est là-bas très haut dans le nord, qui est sous plusieurs kilomètres de glace. Hein. Vers les années, donc là, au moment où on a pu avoir les premiers satellites en 1960, je pense, ou quelque chose comme ça, les premiers satellites qui ont pu, ou 60 ou 70, je ne sais plus, les premiers satellites qui ont pu faire de la cartographie à travers les glaces, donc par un certain type de rayonnement ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne rentre pas dans les détails, mais moi j'ai lu l'article et ça me suffit. On a réussi à cartographier le sol, le continent du Groenland. Sauf que dans une bibliothèque, je pense aussi dans un pays nordique aussi, on a retrouvé une carte très ancienne. Alors, elle n'était pas précise comme les cartes de maintenant, hein, mais qui remonte à plus de 2000-3000 ans, qui reprenait exactement les contours de cette fameuse terre, et il n'y avait aucune trace de glace. Ce qui veut dire que à une certaine époque, le Groenland, il y avait un réchauffement climatique et puis il n'y avait plus de glace. C'est bizarre. Non, ils se foutent royalement du monde. Il y a un cycle qui prend des millions, des milliers, voire des millions d'années. La Terre se réchauffe, la Terre se refroidit, la Terre se réchauffe, la Terre se refroidit. Alors, actuellement, encore une fois, nous sommes à la fin d'une ère glaciaire, sauf que il y avait des scientifiques qui avaient dit attention, 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 on va vers une mini-ère glaciaire. Alors j'en viens à ma fameuse rencontre de l'ONU et le rapport du GIEC. Ce fameux rapport du GIEC, vous avez tous entendu parler, on annonce oh là là, la catastrophe des catastrophes. Dans 10 ans, c'est-à-dire en 2100, les mers vont monter de 10 cm. D'accord. Donc ça fait dans 80 ans. On est en 2019, donc 2100, donc mettons 2020, ça fait bien 80 ans, 81 ans. Donc ils sont capables, avec leur petit cerveau, leur petit ordinateur, etc., de prévoir ce qui va se passer dans 80 ans. Retenez bien ça. Maintenant, il y a des scientifiques, des universitaires anglais qui ont sorti une étude pour la météorologie, je parle bien de la météorologie, pour notamment le Royaume-Uni. Et ça va toucher, on pense fortement que ça va toucher une grande partie de l'Europe du Nord. Ils annoncent un hiver glacial, un hiver presque polaire, avec des chutes de neige, de la glace pendant de très longues périodes. Alors, il y a tous les messieurs, les experts en climat, qui disent c'est impossible.
c'est impossible de prévoir. Alors ça, on est fin septembre, donc il reste le mois d'octobre, novembre. Alors l'hiver, c'est 21 décembre. Donc d'ici 3-4 mois, les scientifiques anglais ne seraient pas capables de prévoir le climat, mais eux, les experts en climat un peu foufou, sont capables de prévoir le temps dans 80 ans. Vous en tirez la conclusion que vous voulez. Moi, je ferai plus confiance à des gens qui seront capables de dire, les bulletins météo qu'on nous donne à la télévision, ils sont précis au kilomètre près. C'est-à-dire que on a les premiers calculs de la météo, les premières estimations des changements météorologiques du jour au lendemain. Ça a été fait grâce aux satellites, grâce à des modèles scientifiques qui ont été mis au point. À l'époque, il y a 30 ans, c'était le plus gros ordinateur en France. C'était ce qu'on appelait des supercalculateurs, des superordinateurs. C'était le plus gros ordinateur qu'il y avait en France, qui était uniquement capable de faire ça. Il tournait 24 heures sur 24 à des vitesses folles. Bon, même maintenant, vos ordinateurs communs, ils vont plus vite que ce qu'on a là. C'est vous dire le truc. Donc, à l'heure actuelle, c'est toujours des supercalculateurs, mais maintenant, alors c'était l'échelle, c'était plusieurs. Alors, on découpe l'atmosphère. Le modèle, c'était on découpait l'atmosphère jusqu'à une certaine hauteur dans l'espace, quoi. Juste à la limite de la stratosphère, entre l'espace et l'atmosphère terrestre, de plusieurs kilomètres. Alors je ne sais plus si c'était l'ordre de dizaines de kilomètres, on faisait ça, c'était vraiment plusieurs kilomètres, kilomètres cubes. On calculait à peu près les variations comme on pouvait avec des équations qui étaient relativement complexes. Alors maintenant, c'est de l'ordre, on a ramené ça à l'ordre de 1 km. Donc c'est encore bien plus précis. Et les prévisionnistes ont développé des modèles mathématiques, avec tout ce qui était maintenant la physique d'énergie des fluides, le vent, les courants d'air chaud, d'air froid, etc. Bon, la physique a tellement avancé qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe dans notre atmosphère. On a essayé de modéliser ça le mieux qu'on a pu. Bon, même si les prévisions qu'on vous donne, c'est valable, par exemple, on vous dit il va pleuvoir sur Paris, et puis sur la région parisienne, il pleut à Paris, il pleut pas à Versailles. Ah ouais, non, mais ils se sont trompés. Non, mais bon, faut quand même pas pousser. Voilà. Puis on vous donne des pourcentages, et puis ce n'est que des prévisions, hein. Ce n'est pas des certitudes. Ah, vous entendez peut-être le bruit, on est sur mon tour. Voilà, il m'avait dit 8h30, donc là ils vont changer les tuiles. Voilà, une trentaine. Alors j'espère que ça va. Là, puis en plus de ça, il pleuvait ce matin, donc c'était formidable. Donc ils vont travailler sous la pluie. Donc encore une fois, moi je ne crois absolument pas au rapport du GIEC. C'est un rapport qui a été fait, alors soi-disant il y a 900 pages. Alors les premières, les COP, là, je sais pas comment ça, je sais pas comment on peut appeler ça, ce que ça veut dire, mais il y a été à la fin de je sais plus laquelle, on a mis en place une bourse pour le CO2. C'est-à-dire que les pays avaient un quota de CO2, d'émissions de CO2 à respecter. Si ils pensaient dépasser ce CO2, il y avait une bourse, comme la bourse des devises, comme la bourse de l'or, comme la bourse de l'argent. Donc on mettait ça en vente. Et les pays qui n'en émettaient pas, qui étaient en dessous, pouvaient en acheter et revendre. Et puis on se faisait de l'argent avec ça. Donc en fait le CO2, la fameuse émission de CO2, la fameuse pollution de CO2,
Ça s'est transformé en petite monnaie sonnante et trébuchante. Et puis c'est tout. Donc on a tout intérêt à nous dire que d'ici 2100, la Terre va se réchauffer, les océans vont monter de 10 cm, les villes vont disparaître, etc. etc. Comme ça, comme par enchantement, d'ici 10 ans, vous allez voir le cours du CO2 qui va flamber. Voilà. Ce qui est purement financier. Il y a, j'allais dire, si, il y a des choses derrière. Il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on arrête d'utiliser les énergies fossiles. On avait les énergies fossiles, hein, c'est le pétrole, on a eu le pétrole, on a eu le charbon, pardon. Maintenant, on a le pétrole. Mais après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'énergie fossile. Alors l'énergie nucléaire, on avait dit attention, oh, c'est l'énergie du futur. Manque de bol. Quand on voit le coût d'un EPR ou la fabrication des fameuses centrales EPR d'EDF, là j'ai entendu ce matin, EDF, il est endetté, etc. C'est les dettes. Mais c'est quand on construit une centrale nucléaire et puis qu'on sous-estime les coûts et qu'il y a des problèmes de fabrication, etc. Certains d'entre vous n'ont pas connu, mais moi j'ai été relativement jeune, j'avais une vingtaine d'années, donc ça fait plus de 40 ans, je pense. Il y avait c'était EDF à l'époque qui avait construit la centrale qui s'appelait la Super Phénix, avec refroidissement par sodium liquide. Sauf que cette centrale a mis je ne sais pas combien d'années à être construite. Elle a fonctionné plus ou moins, parce que je crois qu'elle a été reliée au réseau une ou deux fois. Elle a fonctionné 6 mois. Au bout de 6 mois, elle a été mise à l'arrêt et je crois qu'un an ou deux après, il y a eu un décret pour dire qu'on mettait fin à l'exploitation de la centrale. Donc les EPR, à l'heure actuelle, les fameuses EPR, il n'y en a qu'un qui fonctionne au monde, c'est au Japon, qui a été construit par les Japonais. Et toutes les centrales EPR qui sont construites actuellement sont construites par EDF, par Areva. Hein, ça a été vendu aux Américains, quoi, c'est le gros scandale. Voilà, donc les énergies fossiles, donc c'est l'uranium, alors après il y a les énergies vertes, on va nous dire les énergies vertes, les énergies éoliennes. Sauf que c'est très bien les éoliens, ça, soi-disant qu'on nous vendait ce modèle-là comme étant un modèle qui allait vendre, qui allait produire de l'électricité, etc. Et puis en fait on s'aperçoit que ça coûte plus cher que ça ne rapporte. Parce qu'il faut le mettre dans des régions où il y a du vent. Ça provoque des tas de problèmes pour les agriculteurs, pour la migration des oiseaux, pour les animaux, etc. Donc c'est... Voilà. Alors je vais conclure parce que là ça fait 23 minutes. Je vais essayer de faire une demi-heure, pas plus. Sinon vous allez entendre le bruit au-dessus. Il y avait un monsieur qui s'est appelé Monsieur Tesla. Alors on entend beaucoup parler de Tesla actuellement pour les voitures Tesla, etc. Mais ce monsieur s'est battu avec Edison. Alors ça remonte loin, hein, c'est 18e, je crois, 18e siècle à ce moment-là, quand ils ont commencé à faire des travaux sur l'électricité. Tesla avait découvert qu'il existait une source d'énergie inépuisable et gratuite. Il a déposé des centaines de brevets qui ont été... Alors, il a fait même des expériences, on dit que une ou moins de ces expériences aurait troublé l'atmosphère, mais ça on n'en est pas sûr. Ça c'est des bruits qui ont couru pour le démolir. Et la totalité de ces brevets ont été rachetés par l'État américain et sont actuellement inexploitables parce que gardés sous clé. Ça serait trop dangereux pour les gouvernements d'avoir la possibilité pour les citoyens d'avoir une source d'énergie gratuite et inépuisable. Vous vous rendez compte, les pétroliers, les EDF, toutes les compagnies d'électricité qui remontent, toutes les compagnies pétrolières, etc. Ça serait la ruine. Voilà, donc il faut laisser les gens sous la coupe
des compagnies pétrolières qui se gonflent, et puis vont, voilà, on se gonfle de millions de dollars, d'euros, de tout ce que vous voulez. Bon là, je vais finir par la toute petite allusion à la guerre qui risque de se passer au Moyen-Orient, aux alentours d'Israël, de l'Iran, etc. Bon, l'Iran, on dit, c'est parce que l'Iran, il y a le fameux, ils sont en train de fabriquer, d'utiliser l'énergie nucléaire pour éventuellement fabriquer une bombe nucléaire, etc. Oui. Sauf que, bah, c'est pas ça. Sauf qu'il y a quelques années, c'est pas exploité encore actuellement, on a découvert le plus grand gisement mondial de gaz naturel qui est en partie sous la mer Méditerranée, mais qui longe les côtes d'Israël et tous les côtes de tous ces pays qui sont dans le Moyen-Orient, qui sont en guerre. En fait, on se bagarre, on se entretue pour savoir qui, à la fin, va avoir la possession de ce fameux gisement énorme. C'est théoriquement pour plusieurs centaines, 200, 300 ans de gaz qu'il y a là-dedans. C'est la fortune assurée pour celui qui va gagner. Alors bien sûr, il y a les États-Unis qui s'y mettent en soutenant les machins, en se disant, bah moi si j'aide le pays qui gagne, bah, je vais pouvoir peut-être avoir ça et ça. Voilà. Tout ça pour ça, comme disait l'autre. Donc en conclusion, le changement climatique, alors je vous explique pas, il y a encore d'autres choses aussi, si j'ai l'occasion, je vous en parlerai. Fameuse de la Terre, etc. Bon, il y a des tas d'hypothèses aussi qui sont là-dessus. Bon, le changement climatique, pour moi, c'est un changement qui est normal, qui n'est pas anormal. La Terre est en train de se réchauffer parce que nous sommes, encore une fois, à la fin d'une ère glaciaire qui dure. Alors, les ères glaciaires, c'est plusieurs millions d'années. Hein. C'est pas, voilà. Nous, on n'en voit plus les traces. Mais les dernières traces, ben, on les voit par exemple au pôle où les glaces des pôles sont en train de fondre. Il faut savoir que le pôle Nord et le pôle Sud, il y a des millions d'années, il n'y avait pas de glace. Donc ça prouve bien qu'il y a un moment où ben, il y a une glaciation qui se fait, il y a un moment où il y a un dégel qui se fait. Nous sommes à un moment où le dégel se fait. Alors, ce dégel se fait sur plusieurs millions d'années. On est arrivé à ce que ça touche. Bien sûr, l'eau qui fond, bah, elle va dans les océans montent, c'est normal. Vous ouvrez le robinet de votre baignoire, l'eau de la baignoire va monter, c'est ce qui se passe. Il y a rien, en soi, il n'y a rien d'alarmant, c'est tout à fait naturel. Maintenant, on va se retrouver encore une fois dans une mini-ère glaciaire qui risque de durer. Alors, a priori, on a les scientifiques qui ont sorti ça, on ne peut pas, encore une fois, donner un nombre d'années, mais ça risque de, bon, à mon avis, une dizaine d'années, quoi, quelque chose comme ça. Donc la preuve, j'allais dire, la preuve qui a été donnée, c'est les études qui ont été faites par les Britanniques, les universités. Alors il y a 3 universités britanniques qui se sont mis dessus et qui ont dit, ben, dans l'hiver prochain, en Grande-Bretagne, donc si c'est en Grande-Bretagne, la France, on est à 30 km, hein, les côtes françaises, les côtes de la Grande-Bretagne, c'est à 30 km. L'Europe du Nord, donc au moins une grande partie du nord de la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, tout ça, ça va être touché. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Ben là, je vais laisser parce que là, je crois qu'ils vont faire du bruit. Hein. Il y en a pour je sais pas combien de temps. Ils m'ont dit il y a à peu près une trentaine de tuiles et je ne sais pas s'ils vont peut-être pas changer le fameux truc qui est en dessous. Voilà. Ben, je vous laisse. Moi ici, bah, il repleut, mais ils vont travailler sous la pluie, les pauvres ouvriers. Il pleuvait. J'ai quand même remis protection sur mon bureau, mais ça n'a pas l'air de fuir pour l'instant. Mais de toute manière, si je change d'étude, ça risque plus. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Moi, j'espère que ça va. Disons que je suis obligé de prendre des anxiolytiques à haute dose pour essayer de dormir, me calmer, parce que là, les événements, ça a commencé à. J'en avais ras-le-bol. Et voilà. La semaine prochaine, je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo mercredi. Comme ça, vous verrez ma nouvelle tête. Normalement, je vais avoir mes nouvelles paires de lunettes
ce sont complètement différentes. Si je me souviens bien, il y a les verres pour une des paires, je ne sais plus si c'est près ou de loin. Les verres ils sont ronds, donc je change de tête un petit peu. Bon, ça me fera, voilà. On verra ce que ça donnera. Donc ça, j'y vais mardi. Mardi en fin de, j'ai rendez-vous avec à 9h45, donc 10h45. Donc j'ai rendez-vous vers 11. J'irai vers 11h. Donc, je ferai soit la vidéo mardi après-midi, si je peux, soit, maintenant mardi après-midi, oui mardi après-midi, parce que j'ai pas l'aide ménagère. Elle vient tous les 15 jours. Donc elle est venue hier. Donc éventuellement mardi ou mercredi prochain, à moins que, c'est jamais qu'il arrive une catastrophe ou quelque chose, le départ de Macron, là, ben, ça sera alléluia, mais bon, on verra. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Le temps est assez maussade, c'est vrai qu'on est en automne, et ben, il faut faire avec, et puis c'est tout. Voilà, bonne journée à tous et à toutes, et bien, et à plus tard.